Au sommaire aujourd'hui de l'émission, eh bien mignonne, allons voir si la rose au château du Rivaux, surtout le château médiéval chinnonnais vous invite à son grand festival de la rose. C'est ce week-end que ça se passe et ça vaut le coup d'œil, on va vous donner envie d'y aller. Deuxième étape, l'Opéra de Tours qui réouvre ses portes et vous propose justement un festival de réouverture, 170 artistes et 28 concerts à l'Opéra, mais pas que. Petit aperçu de la programmation avec son directeur, Laurent Campellone. Et puis on retrouve aussi le plaisir de discuter avec des grandes plumes. Hervé Letellier, prix Goncourt 2020, sera sur notre plateau juste avant sa rencontre ce soir à la boîte à livres de Tours. C'est parti tout de suite pour un nouveau numéro de Tilt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tilt, votre émission d'actu positive et locale. Patricia Legnaud est avec nous. Bonjour Patricia. Bonjour Émilie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la propriétaire du château du Rivaux, château qui nous accueille tout le week-end pour le fameux festival de la rose. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Mais avant, on va discuter brocante avec notre chroniqueur bon plan shopping, commerce, tout ça. Antoine, salut. Salut. Comment Bonjour tu vas? Ça va très bien. J'aime bien demander comment tu vas à la personne avec qui je passe toutes mes journées en ce moment, puisque tu travailles sur l'émission avec moi. On va faire des brocantes avec toi, mais des brocantes sur les réseaux sociaux. Exactement. Pendant le Covid, comme on le sait, il n'y avait plus de brocante et on ne pouvait plus en fait aller chiner tranquillement et trouver des petites trésors. Et toi, c'est un peu ta passion. Hein. Moi, j'aime beaucoup aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Antoine me parle de vaisselle pendant nos journées de travail. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Ça m'aurait étonné. J'ai trouvé tout ce qui est sur les réseaux sociaux, des moyens de continuer à chiner. Et notamment, on peut trouver de tout. On peut trouver de la vaisselle, des meubles, du linge de maison. Et surtout aussi, c'est un acte écologique. En fait, on peut redonner vie à un objet qui n'a plus d'utilité quelque part. Exactement, on est dans le cercle vertueux de la réutilisation. On ne produit pas, on n'achète pas des choses qui ont été produites pour qu'on les achète. Elles sont déjà là. C'est ça. Impact carbone zéro. Plus personne en veut, plutôt que les jeter, autant que ça serve à quelqu'un. Et donc du coup, moi déjà j'ai un site à vous proposer, c'est Selency. Selency. Ça c'est mon coup de cœur. S-E-L-E-N-C-Y, c'est ton coup de cœur, pourquoi? C'est ça, c'est mon coup de cœur parce que c'est vraiment un site très bien fait où on peut trouver tout ce qu'on cherche en fait. Comme il y a plusieurs paramètres, on peut trouver justement vraiment l'objet qu'on veut, la pince à glaçons, le petit meuble tech des années 40, etc. Et surtout aussi, ça permet de chiner en local. Ils ont un petit onglet qui permet de chiner en local et vous mettez votre département et vous pouvez trouver tout ce qui est autour. On parlait de carbone zéro tout à l'heure. Justement, zéro impact carbone parce que vous y allez en voiture vous-même, vous ne vous faites pas envoyer à frais, vous ne le faites pas envoyer par la poste. Bon, si tu as un impact zéro, il faut que tu ailles le chercher à vélo. Mais en tout cas, c'est proche de chez nous. Il y a très peu de distance, effectivement, pour que les objets nous rejoignent. Donc oui, là, c'est encore important dans cette démarche-là. Et surtout, ça évite les mauvaises surprises parce que vous pouvez aller voir directement l'objet et voir là, c'était pas sur la photo. C'est ça. Comme ça, on peut être sûr. Et surtout, c'est pour tout le monde. C'est pour les vendeurs professionnels, les vendeurs amateurs. Donc, on peut voir plein d'objets et on peut les vendre nous-mêmes. Ah, je ne connaissais pas ce site, tu vois, selency.fr. Tu as aussi beaucoup découvert de choses sur Instagram. Instagram, ça explose, il y a de tout, il y a les commerces, il y a les influenceurs, mais surtout aussi il y a les brocanteurs. Et moi, je vous en ai sélectionné 3 que j'aime beaucoup. Alors, on commence avec Broc Lover. Ouais. Donc, Broc Lover, c'est mélange de brocante et vintage, comme on le voit à l'écran. Ils sont à Paris et à Blois aussi. Ils sont à Paris et à Blois, exactement. Super. Et comme ça, en fait, on peut les trouver un peu partout. En deuxième, il y a aussi Milun Broc. Et Milun Broc, ça j'adore parce que du coup, il y a de la vaisselle. Ah. Il y a des très belles assiettes anciennes, etc. Et c'est hyper élégant. Et j'aime ce sentiment. Et ça, c'est à Tours, Milun Broc. C'est directement à Tours. Donc, on peut aller voir directement quelle vaisselle on veut. Et pour terminer, il y a la rouillerie. La rouillerie, c'est à Chédigny. À Chédigny. Et là aussi, il y a des meubles rénovés justement avec un esprit rustique. Donc c'est des meubles qui sont rénovés directement par la personne pour mettre en avant ces anciens meubles et leur donner un petit côté cool et jeune, branché. La petite info en plus d'Antoine, c'est que maintenant il vous a donné les bonnes adresses, on va dire, mais il y a aussi le truc à savoir, le truc en plus. Le truc à savoir, le conseil, c'est si vous savez ce que vous voulez, cherchez partout. Le Bon Coin, Vinted, eBay.
Et oui, on peut trouver des meubles, de la vaisselle sur Vinted. Ah, je savais pas. Oui, on peut, si vous avez les bons noms, par exemple le meuble tech machin, qui a ce nom spécial, on peut retrouver ça directement sur les différents réseaux. Par exemple, toi, tu as trouvé ton service quoi déjà? J'ai trouvé un service Moulin des Loups. Ah oui, Moulin des Loups. Moi, je ne connaissais pas, mais si vous cherchez du Moulin des Loups, tapez Moulin des Loups un petit peu partout, il faut aller partout. Le modèle que je voulais, qui était introuvable nulle part. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Il a eu sa pelle à tarte. Merci beaucoup Antoine pour cette sélection de brocantes. Allez, tout de suite, on part direction le Chinonais, du côté du château du Rivaux, avec sa propriétaire Patricia Lénieux, notre invitée pour cette première partie. Antoine, on sait que tu aimes la vaisselle. Tu aimes les roses? Oui. Oui. Tout à fait. Bah, mais lesquelles? C'est des roses. Ben oui, mais c'est ça, lesquelles? Puisqu'on connaît le château du Rivaux, bien entendu, Patricia, pour sa collection d'art contemporain, pour ses citrouilles aussi, on se parle souvent pour les citrouilles, mais il y a une autre collection au Rivaux, c'est celle des roses. Il y en a 475. 486 maintenant, Émilie. Encore plus. Parce que, évidemment, on essaye d'agrémenter la collection chaque année. Et l'intérêt de cette collection, c'est que ce sont que des roses parfumées. D'ailleurs, nous avons le label CCBS, collection végétale spécialisée. Mais c'est vrai que c'est génial parce que les roses, on en a de très très belles. Il y en a une collection incroyable, mais on est toujours un peu déçus quand elles ne sentent pas. Vous avez choisi justement les espèces qui sentent. J'imagine qu'au Rivaux, en ce moment, ça doit être féerique. Oui, ça commence vraiment à être féerique et je pense que d'ici 2 jours, ça tombe parfaitement bien. Parce que cette année, il y a un petit peu de retard dans les floraisons. Eh bien oui, il a fait froid. Il a fait très froid au mois d'avril. Et donc les roses s'épanouissent. Et donc c'est le plus beau moment. Le flush, c'est vraiment le début qui est le plus intéressant parce que vous n'avez pas aucune rose fanée. C'est très important. Donc ça, c'est ce week-end, le Festival de la Rose, les 5 et 6 juin. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de roses au Rivaux? Qui a décidé de planter cette collection? Écoutez, c'est moi, c'est une de mes idées saugrenues. C'est vous? Enfin, pas vraiment saugrenues, mais c'est un rapport avec l'architecture du château. Vous savez, qui est une architecture médiévale, comme vous l'avez dit. Et vous vous souvenez du roman de la Rose. Bien sûr. Donc le roman courtois, où les messieurs étaient très aimables, très gentils avec les dames et qu'on leur offrait des roses. Vous connaissiez peut-être aussi l'histoire de la nuit d'amour entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Oui, Il mais dit non. que pour leur première nuit d'amour, ils ont eu un lit de pétales de rose de 45 cm d'épaisseur. Ah, bien sûr, je ne vais pas le faire ce week-end. Mais il y a de quoi, on pourrait le faire. Il y aurait de quoi faire, c'est ça, avec les 486 espèces, races de roses. Le festival, on l'a dit, c'est ce week-end. À l'occasion du festival, il y aura aussi des personnalités du monde de la rose qui seront au Rivaux. Je pense notamment à Amy Coupec-Larue, j'espère que je prononce bien son nom. Oui, elle est d'origine américaine, mais elle vit en France. Si on veut. Mais elle vit en France, c'est ça, et c'est une vraie personnalité de la rose. C'est une vraie personnalité de la rose, donc elle est jury de Bagatelle, elle connaît toutes les roses de France et même de l'étranger. Et donc, elle pourra donner beaucoup d'explications pour que les gens puissent replanter la rose qui convient selon l'orientation, selon le parfum qu'ils aiment, ou aussi s'ils veulent des lianes ou des... Vous savez qu'au Rivaux, on a la spécificité d'avoir une énorme collection de rosiers lianes. Lianes, c'est ça. Donc, mais c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir s'en mettre plein les yeux et plein les narines, bien sûr, parce que ça va être beau, ça va sentir bon, mais on va apprendre des choses, en fait, avec ces personnalités comme Amy Coupec-Larue. Il y aura aussi Michel Chaplin qui va nous apprendre des choses. C'est qui Michel Chaplin? Alors Michel Chaplin, il a été le chef jardinier du Rivaux pendant 17 ans. Il a pris sa retraite, mais il a à cœur de transmettre. Vous savez que c'est aussi la journée des rendez-vous au jardin, donc dont le thème est la transmission des savoirs. Et donc Michel est très heureux de transmettre tout son savoir, ses astuces. En plus, c'était vraiment un maître dans la taille des rosiers lianes qui est assez complexe. Vous nous donnez un truc pour nos téléspectateurs, un petit il faut qu'ils viennent. On va tout leur expliquer sur place parce que c'est assez difficile si vous ne montrez pas le... Non, mais pas forcément une taille, mais peut-être, je sais pas, moi, on dit qu'il faut mettre, je sais pas, du marc de café contre les pucerons. C'est quoi votre truc à vous?
bon, on a fabriqué une brosse à pucerons et si ça les intéresse, comme c'est très facile à faire, on pourra leur montrer comment la réaliser eux-mêmes. Trop bien. Ben voilà, il y a plein de choses à apprendre. On pourra la donner après au jeune homme pour les brocantes. Ah bah oui, très bien. Il nous fera plutôt une éponge à vaisselle, je pense, pour Monsieur Antoine. Ce qui est intéressant aussi sur le château du Rivaux, c'est que bien sûr, on part dans le Chinonais. Alors si on est à la Tour Métropole, mais si on est dans le Chinonais, on peut venir. On peut passer la journée là-bas. Aussi, on peut se restaurer sur place. L'idée, c'est de rester sur le château et de pouvoir y passer un petit bout de temps en famille. On peut manger en ce moment au château. Bien sûr, puisqu'on a la chance d'avoir une immense terrasse. Vous vous souvenez qu'on a le droit de recevoir si on est en terrasse. Et donc, on a une très, très grande terrasse. Regardez-moi cette magnifique terrasse. On peut recevoir très, très, très nombreuses familles. Dans le respect, bien sûr, des conditions sanitaires. Là, la distanciation, il n'y a pas trop de problème. On mange quoi en ce moment au Château du Rivaux? Bien sûr, c'est toujours les légumes du potager, puisque c'est un restaurant locavore. Alors, il y a les légumes du potager, mais il y a aussi les spécialités locales du terroir, comme les rayons de Touraine, bien sûr, charcuterie artisanale aussi, créée à Richelieu, toute proche. Tout vient de la région, si ce n'est pas planté dans les jardins du Rivaux. Tu vois, on parlait de zéro carbone. Antoine, là, je crois qu'on est en plein dedans. C'est ce week-end, le Festival de la Rose, donc les 5 et 6 juin. Pour l'adulte, 9 € l'entrée. Pour les enfants, c'est 6 €. Je vous renvoie sur le site châteaudurivaux.com pour avoir toutes les informations pour venir. Et bien sûr, il y a un Facebook et un Instagram à suivre. Pendant le confinement, on s'est régalé à voir les jardins comme ça éclore. Maintenant, on peut continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Patricia, d'être venue dans l'émission aujourd'hui. Allez, tout de suite, on marque une pause. Et merci aussi à Antoine. On va te libérer également. Vous, chez vous, vous restez avec nous, évidemment, puisque dans quelques secondes, Hervé Letellier sera sur le plateau de Tilt pour parler de l'Anomalie, le prix Goncourt 2020. Et puis, on parlera aussi de l'Opéra de Tours. Son directeur nous invitera au festival de réouverture. À tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour la deuxième partie de notre émission et j'ai le très grand plaisir d'accueillir sur le plateau pour la première fois le directeur général de l'Opéra de Tours, Laurent Campellone. Bonjour. Bonjour. Que c'est bien de vous avoir. Avec joie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a un grand festival de réouverture en ce moment même à l'Opéra, on va en parler dans un instant. Et face à vous, Hervé Letellier a répondu à notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, vous êtes en rencontre ce soir à la boîte à livres à Tours, bien sûr, pour une rencontre avec le public tourangeau autour de l'Anomalie, le prix Goncourt 2020. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. Laurent, vous l'avez lu, vous, je crois, hein? Je l'ai lu et je viens d'expliquer que c'est la première fois que j'offre un prix Goncourt autour de moi. Et je l'ai offert à 3 personnes qui l'ont dévoré et qui, à leur tour, l'ont offert. Pourquoi celui-là, vous l'avez offert en particulier? Parce que c'est une grande jubilation, comme tous les livres de Monsieur Letellier, c'est une grande jubilation. C'est un écrivain passionnant qui s'adresse à tous les publics parce qu'il y a plein de niveaux de lecture dans ses livres. Je pense que c'est aussi une partie du jeu de son écriture. Moi, j'ai une question à lui poser, vous permettez? Oui. Alors, Monsieur Letellier, je rêve de vous poser cette question depuis longtemps. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la littérature? À l'Oulipo, on a une définition très très ouverte. Hein. C'est un acte volontaire d'écrire. Donc ça exclut par exemple les horaires des chemins de fer, ça exclut les modes d'emploi, mais ça permet d'aller d'un livre très populaire jusqu'à une petite nouvelle, jusqu'à une poésie, jusqu'à une pièce de théâtre. Donc c'est simplement le fait de vouloir écrire volontairement sur le sujet qu'on veut, y compris sur soi-même d'ailleurs. Hein. La littérature peut être aussi une littérature qui n'est pas de fiction, mais une littérature de soi, ce n'est pas du tout une impossibilité. Et en revanche, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que la bonne littérature, qu'est-ce que la mauvaise littérature, où serait la ligne rouge entre la bonne et la mauvaise, qui est très très compliqué. Et vous avez une idée quand même? Personnelle. et très, vraiment personnelle au point que même chez les Oulipiens, nous n'avons pas d'accord sur savoir si tel livre ou tel autre est un bon ou un mauvais livre. On peut être en désaccord, ce n'est pas du tout gênant. J'aime bien que le prix Goncourt nous dise qu'il n'y a pas d'importance à être un bon ou un mauvais livre. Hervé Letellier, moi je vais commencer par vous dire combien je me suis amusée déjà avec votre livre et le plaisir que j'ai eu, plaisir que vous faites encore aujourd'hui à notre public tourangeau d'être ici en Touraine pour cette rencontre ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait justement à vous, le lauréat du confinement, de rencontrer maintenant le public? Il y a un gros décalage. Bah oui, j'imagine. Il y a un décalage de presque 6 mois. J'ai quand même eu quelques rencontres qui étaient souvent des dédicaces, mais pas vraiment
véritables échanges. Et ça va commencer à changer maintenant. J'ai eu l'occasion de faire des voyages à l'étranger qui sont parfois des lieux où on est déconfiné, à Barcelone par exemple, où j'ai pu rencontrer du public. Mais c'est une des premières fois où en France, vraiment, je vais pouvoir parler du livre, discuter avec un lecteur que parfois je ne connais pas. C'est impossible de résumer votre livre, mais je vais quand même essayer. L'anomalie, c'est quoi? C'est l'histoire d'un avion qui se pose 2 fois à 3 mois d'intervalle, le même avion, avec les mêmes passagers dedans, comme photocopiés. Une étrangeté qui, bien sûr, pose quelques questions dans le livre, mais aussi qui nous pose des questions à nous. Qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais un autre moi face à moi? Est-ce qu'il peut y avoir 2 moi, d'ailleurs? Qui est-ce qui est plus moi entre lui et l'autre moi? Ça vous amuse de nous tordre le cerveau, Hervé Le Tellier? Oui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette question qui est de savoir comment, dans une vie qui est unique, et lorsqu'on est 2, qu'est-ce qu'on fait pour décider de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas? Ouais, l'essentiel. Alors, c'est vrai qu'on imagine qu'on rentre chez soi, on ouvre la porte et on est déjà là. On est déjà là, alors on peut imaginer assez facilement partager son frigo. On peut imaginer assez facilement caresser 2 fois son chien ou le sortir 2 fois, l'un puis l'autre. Mais il y a des relations amoureuses, il y a des relations qui sont extrêmement uniques, vraiment privilégiées et qui sont beaucoup plus complexes. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer, en fait, à partir d'un bon nombre de personnages, vous avez raison, presque 8 personnages, toutes les options possibles de cette question de la confrontation à soi. C'est le début du livre, c'est cette galerie de personnages, tous les passagers de l'avion qui sont ultra construits, mais tout en finesse. Ils ne sont pas décrits physiquement, on ne vous dit pas ils sont gros, ils sont petits, ils sont rouquins, on ne sait pas. Mais on arrive à voir qui ils sont, parce qu'on connaît grâce à vous leur caractère, leur humour, leurs failles aussi. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour qu'on, avec ce tour de magie, finalement, on ait l'impression de connaître des gens que vous avez inventés? En fait, c'est presque une question technique d'écriture, c'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, en fait, les lecteurs construisent leurs personnages, toujours. Je me souviens qu'un jour, j'étais confronté à la réécriture d'un personnage à la demande de mon éditeur, et je m'étais dit, si elle veut que je précise, je vais relire un classique, je vais relire Salammbô. Et je me suis rendu compte que Salammbô, par Flaubert, n'est jamais définie par Flaubert autrement qu'elle a une goutte de sueur sur le front, elle a une petite boucle qui tourne autour de sa tempe. Elle a une petite pointe de mica sur l'épaule. Et ça suffit à ce que finalement on crée un visage, on crée un corps à partir de ça. Donc j'ai un peu travaillé comme ça, c'est-à-dire en définissant quand même mes personnages, en donnant leur âge, en disant tout de même s'ils étaient corpulents ou extrêmement minces, en donnant leur couleur de peau. Mais ça suffit en fait à ce que construction mentale. Oui, c'est ça, pour qu'une fabrication soit en œuvre chez le lecteur. Et de toute façon, il faut abandonner le projet en tant qu'auteur de définir très précisément un personnage à un lecteur. Il faut lui laisser une grande liberté pour que justement ce personnage soit encore plus incarné. Et c'est ça, du coup ça les rend réels. Et justement ce mot il est important parce que la réalité c'est un peu la clé de voûte du livre. Qu'est-ce qui est réel? Est-ce qu'on vit dans un vrai monde? Est-ce qu'on vit dans une énorme simulation informatique qui aurait été créée par qui d'ailleurs? On passe du roman choral finalement à une espèce de questionnement où des experts de tout poil, ça va être des scientifiques, des philosophes, des politiques, des religieux, débarquent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai adoré, justement, c'est cette partie du livre qui fait qu'il n'est pas fini. On continue d'y penser, même quand on a fini la dernière page. Et je me suis demandé, c'est quoi pour vous la réalité, finalement, Hervé Le Tellier? J'avais envie que les gens sortent du livre en se disant, voilà, si je tape la table, est-ce que c'est une vraie main qui tape une vraie table? De quoi sont faits les atomes? Est-ce que mes sens me trompent? Est-ce que finalement, on ne peut pas simuler un cerveau identique au mien et me faire croire que j'existe véritablement? C'est Matrix. Oui, c'est ça, c'est inverse de Matrix, parce que dans Matrix... Oui, c'est l'inverse, c'est vrai. Dans Matrix, ce sont des êtres vivants qui croient être dans une simulation. Là, ce sont plutôt des êtres d'une simulation qui croient être des êtres vivants. Et c'est assez vertigineux, en fait. C'est une idée qui n'est pas du tout nouvelle. C'est-à-dire que je l'ai transformé en un roman qui, lui, d'une certaine manière, est une nouveauté. Mais c'est quelque chose qui m'avait impressionné dans une démonstration faite par un philosophe suédois qui enseigne à Oxford et qui est Nick Bostrom, et qui est un philosophe qui a une idée fondamentale qui est que nous sommes peut-être dans une simulation informatique tous autant que nous sommes. Alors au début on se dit c'est quand même assez invraisemblable et puis il a des très très bons arguments que j'essaie d'expliquer dans le livre qui fait qu'effectivement j'espère que le lecteur à un moment donné du livre au moins s'interroge sur cette question de savoir si ça existe vraiment. C'est
extrêmement bien écrit. C'est écrit un peu comme une série. Chaque personnage est un peu dans un épisode de genre, un policier, un romantique, un drame familial. Mais c'est comme les films d'action, les effets spéciaux, ça sert à rien finalement si on n'a pas une bonne trame, si on n'a pas une bonne histoire. Et la réussite ici, c'est ça. C'est l'histoire, c'est l'écriture, le style aussi. Ce que je voudrais dire sur ce livre, c'est qu'on a dit plein de choses, ça a l'air très compliqué et ça se lit, mais d'une facilité, avec une facilité déconcertante. On a envie de tourner chaque page. C'est un peu le projet. C'est-à-dire, c'est dur d'être simple. Non, enfin, je pense pas en fait. Je pense qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'un livre donne envie qu'on tourne les pages. Donc, pour la première fois peut-être, j'avais joué avec des codes qui sont les codes de ce que les Américains appellent des page turners, des systèmes où on va en permanence passer d'un chapitre à l'autre sans jamais s'arrêter. Et ce sont des codes qui sont assez simples, avec des systèmes qui sont la relance à la fin d'un chapitre, l'accroche au début d'un autre. Mais au bout d'un moment, on se prend au jeu lui-même. Et c'est vrai que j'avais besoin que chacun des personnages soit incarné par un genre littéraire, de manière à ce que la simplification soit extrême pour le lecteur, et qu'à chaque fois qu'il retrouve un personnage, il retrouve le genre qui lui est associé, et qu'ainsi il puisse évoluer tout au long du livre avec une grande fluidité. Eh ben, ça fonctionne. Il y a plein de choses à dire. Ce livre, en plus, il se passe maintenant. Si vous voulez encore plus vous tordre le cerveau, lisez-le au moment où il se déroule, c'est-à-dire là, au mois de juin. Ouais. Le lauréat du prix Goncourt sera ce soir au 19 rue Nationale à Tours, à la boîte à livres. La rencontre est gratuite. L'Anomalie, c'est aux éditions Gallimard. Et ça coûte la modique somme de 20 € pour se tordre le cerveau comme ça. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Merci beaucoup. Tout de suite, on file à l'opéra dans la bamboche. C'est reparti. Laurent Campellone, on s'est bien amusé avec cette interview. On va s'amuser avec la vôtre aussi. Vous êtes le directeur général de l'Opéra. Il y a évidemment en ce moment le grand festival de réouverture. Il a commencé déjà. Comment vous l'avez pensé? Comment vous l'avez programmé, ce festival de réouverture? Après, vous êtes retenu comme ça pendant si longtemps. Eh bien, comme une grande fête, on a voulu accueillir le public dès le premier soir de réouverture, le 19 mai, et leur proposer toutes sortes de festivités musicales, des récitals vocaux, de l'opéra, de la musique symphonique, même du jazz. L'idée, c'est qu'il y en ait pour tout le monde, c'est ça? Que tout le monde ait envie de retourner à l'opéra? Cette grande frustration, cette grande anomalie qui a été de nous priver de notre public et de musique pendant si longtemps, eh bien, on la résorbe, on l'absorbe et que ça soit une grande fête pour tout le monde et ça le fait. Le prochain rendez-vous, et là je vous demande de sortir vos agendas, c'est le Gala Lyrique. C'est tout bientôt, 4, 6, 8 juin. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? On va y découvrir donc un immense chef qui s'appelle Hervé Niquet, qui vient diriger pour la première fois à Tours, un plateau vocal qui, pour l'essentiel, vient pour la première fois à Tours, et on a pris... Ça, c'est Hervé Niquet qu'on voit à l'image. Hein. Ah oui, exactement. C'est un immense chef, un chef qui défend depuis plus de 30 ans le répertoire français, qui le fait d'une façon incroyable, c'est-à-dire comme on parlait de la nécessité des choses d'aujourd'hui, de faire venir les gens à l'art, à la littérature, enfin toutes ces choses qui doivent être jubilatoires. Eh bien, c'est un chef passionné et qui défend ça comme une musique de nos jours, qui parle de thèmes de nos jours. Les grands livres, celui-ci en est un, les grandes œuvres nous questionnent, nous font penser, et lui, il prend ça à bras-le-corps, et c'est une grande jubilation que de le voir diriger. On l'a vu passer, on a vu passer les autres artistes aussi, certains autres qu'on avait sélectionnés, on ne peut pas s'étendre sur tous, mais l'idée, c'est ça, vous avez parlé de plateau vocal, c'est de faire venir aussi des grandes pointures pour nous réconcilier, nous redonner l'habitude, nous réaccoutumer aussi au meilleur tout de suite. Exactement. Et puis alors, pour vos téléspectateurs qui n'auraient jamais mis les pieds à l'Opéra de Tours, je vais leur proposer une chose. Il y a donc le 4, le 6 et le 8, mardi 8. Je leur propose de prendre un billet, de venir, et si ça ne leur plaît pas, on leur rembourse leur place. Ça vous va? Alors là, et je vais vous dire que engagement total, et personne ne se fera rembourser, parce que ce qu'ils feront, c'est de venir prendre un autre billet pour un autre spectacle. C'est irrésistible. C'est un tel choix de pièces musicales, ce sont de tels interprètes que personne n'osera se faire rembourser son billet. Je précise juste quand même que si vous voulez prendre le billet, c'est à partir de 12,50 €. Parfois, on a l'impression que ça coûte 50 € d'aller à l'opéra. Ce n'est pas le cas à l'Opéra de Tours. Les prix sont aussi là pour vous permettre d'y aller. On ne vous donne pas comme ça envie pour vous dire tant pis, ce n'est pas pour vous. Il ne s'est pas rien passé à l'opéra pendant la période du confinement. Bien au contraire, il a continué à vivre, par exemple. Eh bien, par exemple, on a enregistré plusieurs concerts symphoniques, plusieurs interventions de l'orchestre. On a enregistré un opéra aussi en version mise en espace. Voilà, on a accueilli pour la première fois une grande artiste. Événement.
oui, qui s'appelle Glace Marcano. Vous connaissez Hervé Letellier, Glace Marcano? Première femme noire à diriger des orchestres. C'est un peu comme, vous savez, Hegel qui voit passer Napoléon, qui dit « j'ai vu passer l'esprit du monde à cheval ». On a vu arriver à Tours l'histoire de la musique. Elle casse quelque chose dans l'histoire de la musique occidentale. Elle a 24 ans et c'est une immense chef en devenir. Vous la découvrez, voici quelques images, regardez. Alors, Laurent Covelin vient de me dire un truc incroyable, mais on le garde pour la prochaine. On le garde pour promis. C'était du off. On sait juste, ce sera ma dernière question, c'est que l'opéra a connu des bons coups de houle, notamment en interne, avant votre arrivée, c'était il y a 7 mois, je crois. Quelle dynamique, quel esprit vous cherchez à impulser dans ce lieu qui a vraiment, pour le coup, connu une grande intensité avant, là? Oui, je viens avec ce que je suis, c'est-à-dire une grande passion, un grand enthousiasme pour mon métier, un projet. Et j'ai, en arrivant, découvert des équipes absolument incroyables et tout à fait bouleversantes qui se sont tout de suite mobilisées, qui ont compris que ma volonté était avec eux, de me mettre à la barre de ce grand navire et d'aller de l'avant. Et depuis 7 mois, c'est chaque jour non seulement une joie, mais un grand honneur d'avoir rejoint cette équipe. Génial, parce que c'est une très belle dynamique, en plus servie par le projet que vous mettez. Et puis cette scène musicale française qui est assez incroyable, et pas que française, on reçoit des très grands artistes internationaux à l'Opéra Tours, ça on l'a bien compris, on en reparlera. Je vous dis juste que la carte mélomane, et ça on en reparlera aussi dans une future émission, vient de sortir. 50 € pour avoir 20% de réduc tout le temps, tous les spectacles de l'opéra, mais ça c'est encore dans l'idée de l'accessibilité de la culture avec laquelle vous arrivez ici. Le festival de réouverture, c'est jusqu'au 10 juillet, c'est à partir de 12,50 €, je vous le redis, operadetours.fr pour toutes les informations. C'est la fin de notre émission. Mais non, mais restez, revenez demain. J'ai une commande à passer à Monsieur Letellier. Ah, une commande à passer. Oui, on va échanger des cartes de visite, c'est ça. Hervé Letellier est ce soir à la boîte à livres. Allez-y, courez-y et dévorez l'anomalie. Et puis courez à l'opéra, bien entendu. Nous, on se retrouve dès demain avec un nouveau numéro de Tilt. Bonne soirée sur TV Tour Val de Loire.